Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. 4 jours après le drame, les secouristes poursuivent toujours leurs efforts pour exhumer les corps et sauver ceux qui peuvent l'être encore en collaboration avec les membres de la société civile. Le bilan actualisé du séisme qui a frappé notre pays dans la nuit du 8 septembre fait désormais état de plus de 2901 morts jusqu'à 13 heures aujourd'hui. Alors qu'il est, les agents de la direction provinciale de l'équipement et de l'eau de Terre-Oudin poursuivent leur mobilisation pour lever le blocus au niveau du col de Tizentest sur la route reliant Marrakech à Terre-Oudin et atteindre les localités enclavées affectées par ce séisme dévastateur. Pour revenir sur l'intensité de ce tremblement de terre qui a ravagé la région de l'Haouz, sur l'historique des secousses sismiques au Maroc, pour faire le bilan de la situation sur le terrain et se projeter dans l'avenir. Quelles mesures de prévention, quelle réhabilitation et qu'en est-il des constructions antisismiques, surtout au milieu rural? Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Essam Mohain, géophysicien, sismologue et ex-directeur du Centre africain des risques catastrophiques et responsable d'un département risques catastrophiques. Docteur Mohain, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous et je vous remercie pour votre invitation. Je vais saisir l'occasion pour présenter tout d'abord mes condoléances aux familles des victimes qui ont péri lors de ce tragique drame. Oui, alors justement, ce séisme, beaucoup de scientifiques se sont étonnés de son intensité. Est-ce que l'intensité de ce séisme qui a frappé la région de l'Haouz, vous, en tant que sismologue, est-ce qu'elle vous a étonné? Oui, pour être très franc, par rapport aux études qui ont été faites et par rapport à beaucoup de données, je peux dire que ce séisme, cette magnitude, ne m'a pas vraiment très étonné. Et si on veut comprendre ça, on doit placer ce tremblement de terre dans son contexte global et aussi dans le contexte marocain. Et on pourrait, par exemple, si vous voulez... il y a une carte, une carte, mais pas qui concerne que le Maroc. C'est celle-là dont vous parlez. Si vous pouvez nous expliquer. Oui, donc comme vous savez... L'ensemble du globe est composé de plaques tectoniques juxtaposées les unes à côté des autres avec des limites. Donc les limites, c'est ce qui est en noir, donc les limites entre plaques. Il y a des limites de convergence là où deux plaques se rapprochent et il y a des limites de divergence lorsque deux plaques s'éloignent les unes des autres. Est-ce qu'on peut déjà voir ici, au nord de la plaque africaine, il y a la plaque eurasiatique, eurasienne. Et donc, dans le contexte général de la géodynamique des plaques, c'est-à-dire le mouvement de ces plaques-là, on a une convergence entre la plaque africaine et la plaque eurasienne qui est en mouvement continu. Et c'est ce dynamisme qui va générer normalement, au niveau des limites des plaques, des tremblements de terre, ce qui est logique. On retrouve les foyers des séismes toujours au niveau des plaques, au niveau des limites de plaques tectoniques, particulièrement, on va dire, beaucoup plus dans des plaques, dans des limites de divergence. Et on peut déjà voir, par exemple, la deuxième... On voit la deuxième carte. Pour expliquer, donc on voit déjà une correspondance entre ce qui a été vu sur les plaques avec la disposition des épicentres, donc des séismes en rouge, et on voit très bien qu'elles contournent ces plaques, donc elles sont sur les limites de plaques. Ça, c'est très compris. Donc, dans le contexte géodynamique global de la tectonique, on peut dire que les séismes au Maroc sont généralement ou sont vraiment provoqués par ce mouvement de rapprochement entre les deux plaques, provoquant des séismes au nord, au niveau de cette limite nord entre l'Europe et l'Afrique. Et comme exemple, on a la zone de Hoceima, on a les séismes de Hoceima, et partout sur la ligne de contact qui est assez large et qui est caractérisée par un certain nombre de séismes qui arrivent de temps en temps en fonction de l'accumulation d'énergie qui est à un moment donné libérée sous forme de tremblement de terre. Vous m'avez parlé, docteur, d'un autre facteur qui a contribué à l'intensité du séisme qui a frappé la région. C'est la jeunesse, vous m'avez dit. Oui, donc... Si on veut, maintenant, dans ce contexte-là, on connaît la géodynamique, on connaît qu'il y a un mouvement qui est anti-horaire
dans le sens contraire des déplacements des aiguilles d'une montre et qui pousse l'Afrique vers l'Europe. C'est lui qui est en général à l'origine des tremblements de terre au Maroc. Donc j'ai parlé du nord, on a expliqué un petit peu. Maintenant je vais revenir au tremblement de terre d'El Haouz. Si on peut voir la troisième carte. Bon, j'ai ici un extrait de la carte du Maroc, c'est une carte structurale de Michar 2010. J'ai choisi celle-là pour expliquer juste un petit peu ce qui se passe là-bas. Donc vous voyez à gauche, oui. Agadir. Oui. On voit Agadir, on peut voir Taroudant, on peut voir Ouarzazate. Donc on peut voir un petit peu la chaîne des Atlas. Oui. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est SAF et SMF. Ça veut dire quoi? La SAF, la SMF, c'est South Meseta Fault, c'est la faille du sud de la Meseta Sud. Mais pour ce qui est de SAF, c'est la faille sud-atlasique, donc la faille qui passe par Agadir. Mais on n'a pas que ça, c'est tout un réseau de failles qui jalonnent le Haut Atlas et qui jalonnent en général les chaînes de l'Atlas et qui s'étend depuis Agadir en allant en Algérie, puis jusqu'en Tunisie. Vers le nord de l'Algérie, le nord de la Tunisie. C'est un prolongement des chaînes de l'Atlas. On trouve les Kabylies en Algérie et donc c'est un prolongement. Dans ce réseau de failles, ces réseaux de fractures qui sont là déjà préexistantes, c'est toujours cette même poussée, cette même contrainte qui fait pousser l'Afrique vers l'Europe et qui pousse l'Europe vers l'Afrique. Quand on a un bloc qui est solidaire et quand on le pousse par un endroit pour le projeter vers un autre bloc, oui. On a un problème au nord. Mais quand on a déjà un système de fractures, des réseaux, beaucoup de réseaux de fractures, on risque de faire rejouer ces failles. Ce sont des failles qui sont là. Ils n'attendent que cette compression pour rejouer, pour vibrer, pour faire... Je ne sais pas, il peut y avoir un déplacement dans la faille, il peut y avoir un chevauchement au niveau de ces failles-là. Et c'est là où se produit le tremblement de terre. Maintenant, pourquoi ça a étonné certains ? Et j'ai entendu qu'on ne s'attendait pas à une magnitude de 7. Ben, pour moi, je viens de dire que, pour moi, je peux dire que la magnitude de 7, ce n'est pas une surprise. Parce qu'en plus de fait qu'il y a de l'énergie qui a été accumulée dans ces zones de contrainte, dans ces zones de faille, qui existent et qui jouent toujours. Dans ce système de contraintes, il y a eu accumulation d'énergie. On pourrait dire que depuis le séisme d'Agadir, oui, 1960, on devrait s'attendre à un moment donné que ce séisme qu'on ait un nouveau séisme dans la zone. Et on a oublié que, en parallèle avec ces zones de fractures et de failles qui sont susceptibles de bouger et de provoquer ce séisme, il y a une chose très importante, c'est qu'il y ait des bassins sédimentaires récents, c'est-à-dire qui sont très récents, ils sont peu consolidés. Ils sont récents, plus le danger et le risque de séisme est présent. C'est important, oui, ça fait partie j'ai de beaucoup d'études, ça même fait partie de toute une grande partie de ma thèse sur les phénomènes géologiques qui interviennent dans l'atténuation ou l'amplification des ondes sismiques. Et lorsqu'on a des bassins récents, toutes les habitations, toutes les constructions au voisinage immédiat de ces zones, de ces formations récentes, très peu consolidées, oui. Il y a une amplification automatique de l'onde sismique, ce qui a donné cette amplification au séisme, en plus des fractures dans lesquelles il y a eu des réverbérations, donc des réflexions, des réfractions au niveau des ondes de faille, des ondes, et donc le signal a été vraiment amplifié plus qu'il le faut. Donc vous n'êtes pas étonné de cette intensité? Oui. Alors nous allons revenir avec vous, Dr Mouaïn, sur l'histoire ou l'historique des séismes au Maroc. Je sais que vous avez mené avec d'autres collaborateurs une étude très approfondie à ce sujet. Depuis 1987, les séismes, est-ce qu'on peut parler du Maroc aujourd'hui comme d'un pays sismique ou d'une région sismique? Pour le Maroc, dans sa globalité, on peut dire que c'est un pays qui n'est pas vraiment très sismique. C'est un pays à sismicité très modérée. Parce que, d'une part, on a que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a une zone au nord qui est active sismiquement parce que c'est la jonction entre deux plaques, la plaque
eurasienne et la plaque africaine. Donc il y a une compression continue, donc des contraintes continues qui font qu'à un moment donné, après accumulation d'énergie, il y a libération de cette énergie sous forme de tremblements de terre qui demandent une certaine période de temps pour accumuler cette énergie et qui, vous l'aurez peut-être remarqué, à peu près vers une dizaine d'années, parce qu'on se rappelle les 90, 94, 15, et puis il y a 2004, et puis le séisme de 2012, et puis on peut toujours s'attendre à un séisme. On va revenir à ce retour parce que c'est un point très important. Juste pour la partie c'est Maroc, et puis on a cette zone sud. C'est pas la zone sud, mais tout le sillon atlantique, toute la zone des chaînes des Atlas, qui est jalonnée de failles qui sont toujours actives. Elles sont là, elles sont toujours actives. Le moindre mouvement peut provoquer un tremblement de terre, mais il faudrait qu'on accumule assez d'énergie dans ces zones-là et attendre une zone de faiblesse pour qu'elle craque et donner à un moment donné un séisme. Donc la sismicité au Maroc, c'est un peu au nord dans la limite, et c'est dans les Atlas, là où il y a ces failles. À part ça, c'est une sismicité très modérée. Vous m'avez dit quelque chose de très 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 important, parce qu'on n'a pas arrêté d'entendre sur tous les plateaux que un séisme, ce n'est pas prévisible. Oui, mais il y a des indicateurs, parce qu'il y a des spécialistes, des scientifiques qui surveillent 24 heures sur 24, et ça peut donner des alertes, des petites alertes. Le séisme peut se produire ou non, mais il y a des centres de sismologie où tout est enregistré. Comment ça fonctionne? Et qui s'occupe de cette surveillance? Oui, bon, c'est vrai que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas prévoir un séisme, on ne peut prédire un séisme de manière vraiment exacte, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ni la magnitude, encore moins. Ni dans sa magnitude, ni dans le temps, et ni dans l'espace aussi. Mais on a des possibilités de, par exemple, faire le suivi. On a une base de données qui est très importante de tous les séismes qui ont frappé le Maroc et les alentours du Maroc. Une très grande base de données, excellente base de données. Et bien sûr, les chercheurs de l'Institut national et de géophysique et toutes les instances marocaines qui travaillent sur ça ont la possibilité, en cette base, ils ont travaillé sur ça. On a des cartes de répartition des tremblements de terre, tous les tremblements enregistrés, et on peut donc les localiser sur la carte du Maroc. Et par suite, on peut déjà savoir quelles sont les zones qui sont actives sismiquement. Là où il y a une concentration de foyers récurrents. Donc, il y a des zones où il y a une récurrence. Il y a des séismes qui frappent une zone sans qu'ils frappent une autre. Et donc, ça permet déjà déjà localiser des zones qui ont une sismicité fréquente ou des zones où il n'y a pas presque peu ou pas de sismicité. Donc, déjà, on les connaît. Voilà. Et les enregistrements sismiques, comme vous avez dit, c'est des enregistrements permanents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qu'on peut faire avec ces enregistrements, je peux dire que déjà, on peut, par exemple... Pour l'avenir, oui, pour l'avenir. On peut, je ne sais pas, peut-être que cela se fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas visité les différents centres, que ce soit internationaux ou nationaux. Mais on peut suivre l'activité sismique d'une région. Si une région est calme, on le voit. Et si l'activité commence, on le voit. On sait qu'il y a déjà un début d'activité. On peut déjà avoir une petite idée. On peut se dire peut-être que cette zone pourrait faire l'objet d'un séisme important. Cela ne veut pas dire qu'il va y avoir forcément un tremblement de terre, mais on peut déjà être alerté plus ou moins. Et prendre quelques précautions. Oui. Alors, on va revenir, là, ce n'est pas... c'est un peu, ça rentre un peu dans votre domaine aussi, parce qu'on va parler de la difficulté des sauveteurs et des secouristes à secourir les gens. Quelle est la particularité justement de cette région-là de l'Haouz? Pourquoi ils ont eu tant de mal pour accéder au village, en fait? Vous l'avez dit, donc je peux dire que
ça ne rentre pas dans les, habilitations. Mais bon, je pourrais déjà dire d'une manière générale que cette région-là, cette province-là, les régions sinistrées, d'abord, elles se situent sur vraiment un paysage vraiment très accidenté. Oui. Ils sont sur des falaises, ils sont sur des montagnes, ils sont vraiment où il y a des routes vraiment très périlleuses, très difficiles à traverser, très difficiles à utiliser. Souvent, il y a des accidents déjà, juste pour passer. Et puis, il y a le danger des éboulements, le danger des glissements de terrain, le danger de blocs qui peuvent tomber et bloquer. Et le problème est là. Quand il y a un grand bloc qui bloque la route, bon, la route entre guillemets, parce que c'est des routes qui sont vraiment... c'est des petits sentiers exigus, des fois, oui. Et le problème là, c'est lorsque ces blocs sont en amont par rapport à la rescue, au secours. Ils ne sont pas en aval. Oui. C'est à travers ces routes qu'on peut... Oui, on peut accéder à d'autres douars qui sont connectés entre eux. Et il faut absolument passer par certains endroits. Et s'il y a un problème de blocage par les gros blocs qui sont tombés, il faut déjà dégager. Et ça prend du temps et c'est très difficile déjà pour libérer le sentier pour accéder à d'autres douars. Alors jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 13 routes provinciales qui ont été ouvertes. Il y a une route provinciale qui est toujours bloquée, 4 routes régionales ouvertes, une route régionale toujours bloquée et la route nationale a été ouverte, mais il reste justement ces petits sentiers dont vous parlez qui mènent au douar et auxquels on a encore du mal à accéder. Oui. C'est ça le problème. Alors, on a parlé avant de parler de quelque chose de très important qui s'appelle le retour. Vous avez commencé à parler de ça. On va aborder le travail des secouristes et la chance de trouver encore des survivants 4 jours après le drame. Est-ce que le fait que ces constructions soient en majorité en pisé peut amenuiser les chances de trouver des gens en vie 4-5 jours après le drame? Vous avez... bon, déjà, ce qu'on peut dire que de l'expérience du tremblement de terre de la Turquie, on sait qu'il y a une dame qui a survécu plus de 6 jours dans les décombres. Et donc, s'il y a des survivants, il y a toujours une chance de les secourir. Et donc, normalement, les secours doivent continuer, ne doivent pas s'arrêter. Et pour les moyens, je pense qu'il y a des experts très bien formés et ils disposent de moyens techniques très, très développés qui pourraient aider à voir s'il y a des vivants, des survivants. Je dirais par exemple, il y a des moyens qu'on peut employer pour détecter les mouvements. S'il y a des mouvements à l'intérieur, et on peut aller même jusqu'à détecter les battements de cœur. Oui. Avec des amplificateurs et tout, on peut savoir s'il y a des vivants. Il y a aussi des mouvements de personnes qui peuvent gratter, qui peuvent faire des bruits. On a tout ça. Et en plus, il y a des chiens. Oui, alors on va revenir... entraînés Oui, absolument. On va revenir à la sismologie, à la géologie. Ce phénomène de retour, est-ce qu'il y a une périodicité? Parce que vous m'avez dit à un certain moment que depuis le séisme d'Agadir, vous vous attendiez, vous saviez qu'il y aurait, pour ce cas, ce n'est pas une réplique, c'est un retour. Est-ce qu'il y a un cycle? Est-ce qu'on peut parler de cycle? Vous savez, il faut vraiment faire beaucoup d'études en se basant sur des données préexistantes. D'abord, il faudrait revoir la base de données des séismes qui ont frappé le Maroc avec une telle magnitude, ou dans une tranche de magnitude, on va dire, entre 4 et plus. Et grâce à cette étude et grâce à ces données-là, il y a un certain nombre de techniques qu'on utilise pour calculer. Enfin, on peut créer des événements virtuels grâce à des techniques mathématiques, statistiques. Ce sont des générations d'événements stochastiques. Et ça on l'utilise en se basant sur les données préexistantes et
par là, on peut déjà faire des statistiques qui pourraient nous donner la fréquence d'avoir des tremblements de terre de magnitude très importante. Et c'est cette fréquence qui nous donne la période de retour. Parce qu'on a 20 séismes sur 200 ans, ça veut dire qu'il y a un tous les 50 ans. Oui. Grâce à ça, on peut connaître la période de retour. On s'attendait à peu près à une 50aine d'années pour Agadir, 60 ans, on peut aller plus, on peut faire moins. Pour le Hoceima, on sait à peu près que c'est à peu près vers 10 ans, en 95, 14, 2004, etc. C'est à peu près 2012 aussi. C'est une période de retour. Et cette période de retour exprime une seule chose. C'est le temps nécessaire pour que la contrainte nous donne assez d'énergie accumulée dans un endroit donné pour qu'il dépasse un seuil qui va craquer à un moment donné et qui va libérer cette énergie sous forme d'onde sismique. Oui, il nous reste un axe très très important parce qu'on va parler maintenant de l'avenir. Il y a des dégâts matériels très importants, mais les dégâts humains, c'est le plus important. Et justement, on va parler de ça. Pour protéger les vies humaines, il y a eu une réunion de la commission interministérielle chargée du déploiement d'un programme d'urgence de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées. Et ils ont parlé de reconstruire et de réhabiliter dans les plus brefs délais. Comment, à votre avis, ce programme devrait-il être mis en œuvre sur le terrain en minimisant d'éventuels nouveaux risques, puisqu'il s'agit de zones sismiques Est-ce qu'on peut reconstruire sur le même sol? Est-ce que quand on parle de construction antisismique, ça veut dire forcément que c'est onéreux? Ou bien est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres exemples, d'autres pays qui sont sismiques et puis qui ont des normes antisismiques qui ne sont pas forcément très chères? Oui. Surtout, on parle des zones rurales. Mmh. Bon, déjà, une fois que on aurait évalué les dégâts, une fois qu'on arrive à la fin de la crise, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à penser comment est-ce qu'on va reloger les personnes. Bon, oui. Je sais que ce n'est pas vraiment mon domaine, mais je peux dire un mot technique par rapport à cela. Donc, déjà, nous savons quelles sont les zones à risque. Bon, quand je parle de risque, je parle d'aléa plus vulnérabilité. Donc, on a un phénomène aléatoire qui est le tremblement de terre, et à ce phénomène aléatoire, on s'expose. Comment? On se met sur des reliefs accidentés, on se met sur des zones qui sont jalonnées par des failles, des fractures très importantes qui sont toujours actives. Et là-dessus, on met des constructions, qu'elles soient en pisé, qu'elles soient en dur. Déjà, c'est risqué. Il y a une très grande vulnérabilité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est normalement voir en fonction de nos données. Nous avons beaucoup de données. On peut délimiter les zones en fonction de leur degré de vulnérabilité. Une fois délimité, on pourrait, si le risque est très important, alors il vaudrait mieux ne pas construire dans ce même site. Si le risque est modéré à faible, on peut s'arranger pour mettre soit en œuvre des constructions qui obéissent au code de construction parasismique, avec, bien sûr, il y a des spécialistes partout, on a travaillé avec eux et c'est possible, soit que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de... On peut, par exemple, faire comme ce que d'autres pays ont utilisé comme construction dans deux cas similaires. Comme le Japon. Comme le Japon, oui. Comme le Japon. Il y a des constructions qui sont très légères, oui, avec des matériaux qui ne sont pas dangereux parce qu'ils savent qu'il ne posent aucun risque. Oui, si on veut absolument garder les gens là où ils sont, absolument. Mais encore est-il dangereux de s'aventurer, sachant qu'il y a aussi des risques de glissement de terrain, de risques d'éboulement, des risques de... Il y a malheureusement maintenant on annonce une alerte météo avec des averses. Espérons qu'elles ne vont pas toucher la région parce qu'il y aura des éboulements.
On espère, elles vont compliquer dans ce cas le travail des secouristes. On espère que la région de l'Haouz ne sera pas très touchée. Merci beaucoup, Dr Essam Mouahin, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes géophysicien sismologue, ex-directeur du Centre africain des risques catastrophiques et responsable de département risques catastrophiques. Merci, monsieur. Je vous remercie. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médien TV.